Est-ce à notre tour? Bonjour. Je voudrais réitérer les commentaires du ministre sur l'importance d'un événement comme celui-ci et l'excellence de son organisation. Et le programme semble très intéressant. Félicitations à tous les membres de l'équipe. Cela me semble merveilleux. Je vais consacrer 10 à 15 minutes à l'examen et à la présentation des données les plus actuelles que nous avons sur les agressions sexuelles de Statistique Canada, qui ont été tirées de différentes sources de données. Je vais faire la présentation en anglais, mais si vous avez des questions en français, sans problème. Mais quelquefois, j'ai bris des règles de grammaire. Je suis désolée, mais c'est la réalité, selon moi. Donc, le préambule. J'essaie de tout mon cœur. Et aussi, je tente de m'assurer de faire cela correctement. Donc, voici un test. Je l'ai fait correctement. Bien. Ce sont des problèmes techniques. Cela me calme de pouvoir contrôler le cliquet. Bon, il y a 3 messages clés que tout le monde doit retenir en quittant cette salle. La plupart d'entre eux ne vous surprendront pas, mais répétons-les afin que tout le monde soit au diapason. Au cours des dernières décennies, le taux de criminalité générale au Canada a baissé tant pour les crimes avec violence que sans violence. Cependant, les taux d'agression sexuelle n'ont pas baissé. En fait, selon la plus récente enquête sociale générale, ESG, de 2014, pour la première fois durant le cycle de cette enquête, les taux de victimisation avec violence visant les femmes étaient supérieurs à ceux touchant les hommes. C'est un point important à retenir. Certains groupes de Canadiens sont plus à risque. Les femmes entre 15 et 24 ans, les femmes autochtones dont les taux de victimisation par agression sexuelle sont 3 fois plus élevés que pour les femmes non autochtones. De plus, nous savons aussi que les enfants qui ont été victimisés avant l'âge de 15 ans courent aussi un plus grand risque d'être victimes d'une agression sexuelle à l'âge adulte. Dans l'ensemble, nous savons que le nombre de signalements d'agressions sexuelles à la police par les victimes n'a pas changé au fil du temps. Il y a très peu de signalements et cela n'a pas changé depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène permanent et il n'a pas changé. Encore une fois, vous voyez, j'ai des problèmes de confiance. Nous y voilà. Bon, je voudrais passer une petite minute à parler des différentes bases de données que nous utilisons pour examiner les agressions sexuelles. La première est l'enquête sociale générale sur la victimisation, qui est essentielle pour examiner les crimes qui ne sont pas signalés à la police. Nous appelons des Canadiens ou des Canadiennes ou effectuons des entrevues individuelles auprès d'eux pour leur poser des questions au sujet de leurs expériences de victimisation au cours des 12 derniers mois. C'est important pour nous d'obtenir cette information afin que nous puissions comprendre ce qui est signalé et ce qui ne l'est pas. Ensuite, nous pouvons obtenir de l'information au sujet de l'identité de l'agression, des incidences et des conséquences, du TSPT, une foule de renseignements qui permettent d'obtenir de l'information que nous ne pouvons pas obtenir autrement avec les données de la police. L'ESG est aussi essentiel pour obtenir de l'information sur la violence conjugale, la violence dans les fréquentations, ainsi que des statistiques sur la maltraitance infantile, qui sont là encore toutes sortes de crimes qui ne sont pas signalés à la police. Une seconde source de données essentielles sont les données rapportées par la police. Nous obtenons cette information annuellement. Les données que nous recueillons et que nous publions sont des incidents fondés. Les incidents fondés sont des incidents à l'égard desquels la police établit qu'une loi a été violée. Un rapport est extrait et remis à Statistique Canada et nous passons plusieurs mois à élaguer, vérifier et traiter les données afin d'obtenir des statistiques fiables. Nous recueillons des données sur 200 infractions criminelles. Aussi, avec le temps, nous pouvons regarder s'il y a des changements pour différents types de crimes, les crimes avec violence par opposition aux crimes sans violence, par région, par CNA. Il s'agit donc là d'une foule de renseignements. Une autre source de données essentielle est constituée par les données de sondage des cours criminelles qui nous permettent de voir comment les affaires d'agression sexuelle sont traitées dans le cadre du processus judiciaire. Cependant, cet ensemble de données comporte des limites dans la mesure où il ne nous renseigne pas beaucoup sur les victimes. Cependant, au sein de Statistique Canada maintenant, nous travaillons beaucoup à relier différents ensembles de données entre eux de sorte que nous puissions obtenir plus de renseignements que nous ne le pouvions par le passé. Donc, prochaine diapositive. Super. Donc, que mesure l'ESG? Et je veux dire, Carole a passé en revue le droit, les dispositions du Code criminel sur l'infraction sexuelle. Lorsque nous parlons aux Canadiens et aux Canadiennes, nous ne pouvons pas leur demander s'ils étaient des victimes d'agressions sexuelles de niveau 1.
Ils ne comprendraient pas. Nous leur posons 3 questions très précises. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous subi des attouchements sexuels non sollicités? C'est-à-dire, quelqu'un vous a-t-il jamais touché contre votre volonté de manière sexuelle? Par cela, je veux dire toutes sortes de contacts, allant de l'attouchement, de l'agrippement au baiser ou aux caresses non sollicitées. Vous a-t-on forcé ou a-t-on tenté de vous forcer à vous livrer à une quelconque activité sexuelle non sollicitée, en vous menaçant, en vous immobilisant par la force ou en vous faisant mal de quelque manière que ce soit? Puis, la dernière catégorie d'activité sexuelle, soit lorsqu'une personne n'était pas en mesure de donner son consentement, laquelle a été ajoutée en 2014. Vous a-t-on déjà fait subir une activité sexuelle à laquelle vous n'avez pas été en mesure de consentir? Étiez-vous drogué, en état d'ébriété, manipulé ou forcé par d'autres moyens que la force physique? Maintenant, tous ces actes correspondent aux critères d'une infraction criminelle d'agression sexuelle, et c'est de cette façon que nous obtenons l'information. 12 mois pour la population en général. Si quelqu'un vivait une relation conjugale ou était encore en relation avec son ex-conjoint, qu'il s'agisse d'une union de fait ou d'un mariage légal, nous lui demandons si son conjoint ou sa conjointe lui a fait subir un tel traitement. Voici quelques-unes des statistiques clés qu'il est, selon moi, important de retenir. Nous savons que les hommes, ou plutôt les femmes, sont plus susceptibles d'être victimes d'un acte violent, d'une agression sexuelle. Et en particulier, 550 000 incidents de ce genre ont été recensés en 2014, soit un chiffre substantiellement plus élevé que les 80 000 incidents déclarés par les hommes. Si nous prenons ce chiffre et en obtenons un coefficient, pour les femmes, cela correspond à 37 incidents sur 1000. Je sais qu'il n'est pas facile pour les gens de penser en termes mathématiques, mais si vous y pensez, s'il y a 200 femmes dans cette salle, cela signifie que 7 d'entre elles ont peut-être été victimes d'une agression sexuelle au cours des 12 derniers mois. S'il s'agissait de 200 femmes autochtones, ce chiffre passerait à autant que 22. Donc, peut-être 22 personnes sur 200 ont été victimes d'une de ces agressions sexuelles au cours des 12 derniers mois. C'est un chiffre considérable. Et converti en coefficient, il n'est pas aussi apparent. De sorte que nous devons expliquer ce que ce chiffre recouvre pour une salle pleine à craquer. Le résultat est alors plus concret. Si l'on considère des régions particulières au Canada, les territoires affichent des taux d'agression sexuelle plus élevés, à l'instar des provinces de l'Ouest, en particulier le Manitoba et la Saskatchewan. En 2015, le nombre total des agressions sexuelles que la police a déclarées comme fondées et qui ont abouti à une mise en accusation s'élevait à un peu plus de 9 000, soit environ 43 % des incidents d'agression sexuelle. Les victimes de violences se tournent vers les autres pour obtenir du soutien. En particulier, 14 % des victimes de crimes avec violence ont communiqué avec au moins une source de soutien, le plus souvent un travailleur social ou un psychologue. Nous savons que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de solliciter les services de soutien pour obtenir de l'aide. Certaines études réalisées par le ministère de la Justice du Canada visaient à déceler les raisons expliquant le fait de ne pas déclarer les incidents de maltraitance infantile. Et la réponse souvent donnée était que les personnes concernées estimaient qu'elles ne seraient pas crues. Elles ressentaient de la honte ou de l'embarras. À l'occasion de la plus récente ESG, nous avons demandé aux répondants de dire si rétrospectivement, ils ont subi des mauvais traitements en tant qu'enfants et de nous dire si ces incidents de maltraitance ont jamais été déclarés aux autorités ou à la police. 93 % des adultes qui ont indiqué avoir été victimes de mauvais traitements avant l'âge de 15 ans ont déclaré ne pas avoir porté ce fait à l'attention d'une quelconque autorité, qu'il s'agisse des services de protection de l'enfant ou de la police. Ainsi, cet élément de données très important peut être qualifié de tendance. La situation s'est-elle améliorée? Est-elle restée stable ou évolue-t-elle en dents de scie? Si nous regardons la ligne bleue qui est située en haut, elle indique les taux des points de données d'agression sexuelle de l'ESG, donc selon que les incidents sont déclarés ou non à la police. Et ce que nous pouvons clairement constater, c'est que la situation n'a pas changé. Au cours de la dernière décennie, le taux est resté le même. Les taux correspondant aux vols qualifiés et aux agressions physiques qui ont été obtenus dans le cadre de l'ESG ne figurent pas sur la diapositive. Et au cours des 10 dernières années, les deux taux ont baissé de manière significative. En ce qui concerne les vols qualifiés, la baisse a été de 39 % au cours de la dernière décennie, tandis que les agressions physiques ont baissé de 35 %.
Et encore une fois, c'est l'époque durant laquelle le nombre d'agressions sexuelles est resté stable. C'est la raison pour laquelle actuellement les femmes affichent des taux de victimisation plus élevés, selon l'ESG, en raison de la stabilité du nombre d'agressions sexuelles. La ligne de tendance orange reflète les données fournies par le service de police, mais encore une fois, nous savons que de nombreuses victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte à la police, de sorte que le chiffre réel est sous-estimé. De nouveau, en 2014, comme l'a indiqué le ministre, la grande majorité des victimes d'agressions sexuelles n'ont jamais signalé l'agression aux autorités. Sur cette diapositive, je voudrais attirer votre attention sur les taux de déclaration de tels incidents. Encore une fois, les données proviennent de l'ESG, et si nous regardons les taux de déclaration des agressions sexuelles comparativement aux taux de vol qualifié, ainsi que d'agressions physiques, nous obtenons les taux suivants. 38 % des victimes d'agressions physiques ont déclaré l'agression à la police, alors que 54 %, je voudrais m'assurer de ne pas me tromper, 34 % des victimes de violences physiques ont déclaré la violence à la police, 54 % pour les victimes de vol qualifié et ensuite, s'agissant des victimes d'agressions sexuelles, nous n'obtenons que 5 %. Là encore, comme je l'ai répété, ou plutôt rappelé au début, ces taux de personnes qui font une déclaration à la police n'ont pas changé. Ils n'ont pas non plus changé au fil du temps pour les victimes de vol qualifié ou d'agressions physiques. Par conséquent, un autre facteur explique cette situation de façon générale. Quelles sont les raisons qui poussent quelqu'un à signaler ou à ne pas signaler un incident? Elles sont nombreuses. En ce qui concerne les victimes d'agressions sexuelles, 7 sur 10 ont estimé que le crime n'était pas assez important ou qu'il s'agissait d'une affaire personnelle et qu'elles la régleraient de manière informelle d'elles-mêmes. Il est cependant important de faire observer que 4 victimes sur 10 ont indiqué qu'elles estimaient que la police n'aurait pas considéré l'incident comme étant suffisamment important, qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve ou pensaient que l'agresseur ne serait pas reconnu coupable ou puni de manière adéquate. Cette diapositive ne présente pas certains autres points de données qui, selon moi, sont importants. Les victimes d'agressions sexuelles qui ont choisi de ne pas rapporter l'incident étaient 3 fois plus susceptibles que les victimes d'agressions physiques qui ont choisi de ne pas signaler l'incident, de déclarer qu'elles estimaient qu'elles avaient peur que les autres prennent connaissance de leur victimisation. Donc, leur préoccupation principale était que l'incident serait dévoilé. De plus, elles étaient 2 fois plus susceptibles que les victimes d'agressions physiques de dire qu'elles ne voulaient pas faire honte à leur famille. Il s'agissait donc là d'un obstacle important pour de nombreuses victimes d'agressions sexuelles. Aussi, la prochaine diapositive souligne le fait que bien que les victimes d'agressions sexuelles soient susceptibles de ne pas porter plainte à la police, elles sollicitent de l'aide. Elles font appel aux services aux victimes pour obtenir de l'aide. Cette diapositive montre le nombre total de victimes qui sollicitent des services auprès des divers services aux victimes au Canada pour une journée particulière. Et cette journée-là, un peu moins de 11 000 personnes se sont adressées aux différents services aux victimes. Il est intéressant de noter que le quart d'entre elles, ou plus du quart, ont sollicité ces services en raison d'une agression sexuelle. En fait, 3 femmes sur 10 ont sollicité ces services en raison de problèmes liés à une agression sexuelle. Elles obtiennent donc de l'aide par différents moyens. Encore une fois, je voulais souligner de nouveau par cette diapositive que si l'on considère les taux, et ces taux sont tirés des données de la police, il est intéressant de noter quelle région du Canada affiche les taux les plus élevés d'agressions sexuelles. Là encore, ce sont les 3 territoires ainsi que les provinces de l'Ouest comme le Manitoba et la Saskatchewan. Bon, voici une diapositive vierge. Et je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer tout cela. Voici des résultats préliminaires d'une étude qui va être publiée, avec un peu de chance, à la fin du printemps, au début de l'été. Comme je l'ai mentionné au tout début, c'est vraiment difficile pour nous de suivre l'évolution d'un incident ou d'un agresseur, de la police aux tribunaux, au système correctionnel. Les systèmes de données canadiens ne sont pas intégrés. Ils ne sont pas accessibles à partir d'une seule source de données facilement consultable. Ce n'est pas du tout le cas. Aussi, si nous voulons comprendre comment les affaires d'agression sexuelle sont traitées par la police et les tribunaux, par comparaison aux affaires d'agression physique, nous devons combiner de vastes séries de données pour obtenir ce genre de renseignements. Il s'agit donc d'un projet de recherche unique sur lequel nous travaillons depuis 6 à 8 mois.
Et le moment est très opportun. Nous avons donc examiné 6 années de documents fournis par la police et les avons fait correspondre avec les données des tribunaux. Et ce que la principale question de recherche était de déterminer le taux d'abandon, le taux d'attrition tant pour les agressions physiques que pour les agressions sexuelles. Nous voulions comparer les agressions sexuelles à d'autres formes d'agression. Nous disposons donc de renseignements à comprendre. Je vais donc vous expliquer 6 chiffres lentement afin de ne pas vous effrayer avec trop de chiffres. Il ne s'agit pas d'un test de maths. Bon, sur 6 années de données, nous avons constaté qu'environ 94 000 agressions sexuelles avaient été rapportées par la police au Canada comme ayant été fondées. Il y avait eu contravention à la loi. Au cours de la même période, environ 940 000 agressions physiques avaient été déclarées par la police comme des agressions fondées. Il y avait eu contravention à la loi. La prochaine question à déterminer était celle de savoir combien parmi ces agressions avaient abouti à des mises en accusation. Maintenant, la police va porter des accusations lorsqu'elle a un accusé. Elle ne peut pas porter des accusations lorsqu'il n'est pas possible de retrouver l'accusé. Il arrive donc souvent que le nombre baisse parce que même si la police possède une prérogative discrétionnaire, des programmes de déjudiciarisation, l'accusé peut être décédé, etc., les raisons pour lesquelles des accusations peuvent ne pas être portées sont nombreuses. Donc, le nombre sera nécessairement moins important. Donc, sur les 94 000 affaires d'agression sexuelle, 40 000 d'entre elles ont abouti à une mise en accusation, soit environ 4 sur 10 ou 42 %. Si l'on regarde les agressions physiques, 450 000 de ces incidents ont abouti à une mise en accusation, soit environ 48 %, soit une plus grande proportion, une différence de 6 à 7 %. Puis, la prochaine étape consiste à se demander, bon, comment retrouver ces mêmes personnes dans les données des tribunaux? Des accusations ont été portées contre elles, mais comment les retrouver dans les données des tribunaux? Nous avons donc 5 années de données des tribunaux que nous lions au dossier de la police. Nous avons retrouvé dans les données des tribunaux 19 000 sur ces 40 000 incidents. Et je veux m'assurer de ne pas me tromper. Aussi, je prends mon temps. Donc, cela correspond à environ 50 %. Donc, 50 % de ces incidents d'agression sexuelle à l'égard desquels des accusations ont été portées ont été retrouvés dans les données des tribunaux. Si on établit une comparaison avec les incidents d'agression physique, nous obtenons 75 %. C'est donc là le changement le plus significatif. Encore une fois, parmi les affaires d'agression sexuelle, nous n'en avons retrouvé qu'environ 50 % dans les dossiers des tribunaux. Pour les agressions physiques, le taux est de 75 %. Le prochain chiffre à considérer est le taux d'attrition. Par taux d'attrition, on désigne le taux d'abandon. Donc, nous prenons le nombre total du début et regardons combien il en reste. Le taux d'abandon pour les incidents d'agression sexuelle était de 79 %. Pour les incidents d'agression physique, il s'établissait à 64 %. Encore une fois, il ne s'agit que de résultats préliminaires. Nous travaillons encore sur l'article et il y a encore beaucoup de questions que nous devons étudier. Nous n'avons pas fini d'analyser et d'établir tous les chiffres. Les prochaines étapes de l'étude viseront à analyser les résultats des tribunaux pour ces affaires, soit d'établir quelles proportions ont abouti à une déclaration de culpabilité, quels étaient les résultats du processus de détermination de la peine, en comparant les résultats entre les affaires d'agression sexuelle et les affaires d'agression physique, et pour obtenir le taux d'attrition définitif. La prochaine diapositive sont des notes de bas de page parce que nous n'avons pas publié l'article, mais vous n'avez pas à les lire. Diligence raisonnable. Cela ne peut pas être nous s'il n'y a pas de notes de bas de page. Quant à cette dernière diapositive, j'y consacrerai environ 30 secondes. Le diagramme affiche les données les plus à jour entre 2014 et 2015 pour les résultats des affaires judiciaires des cours criminelles pour adultes, dont les décisions les plus graves concernaient des cas d'agression sexuelle. Donc, en haut à gauche de la diapositive, vous voyez que 2500 affaires ont été menées à terme pour lesquelles la décision la plus grave concernait un cas d'agression sexuelle. Sur celle-ci, juste un peu plus de 4 sur 10 ont abouti à la culpabilité, à un verdict de culpabilité, et une proportion semblable de ces affaires ont été suspendues ou les accusations ont été retirées.
Pour les affaires ayant abouti à un verdict de culpabilité pour agression sexuelle, presque 6 sur 10 accusés ont été condamnés à la prison, alors que 18 % ont été condamnés à une peine de probation. Dans l'ensemble, la durée moyenne de la mise sous garde était de 255 jours. Il est important de noter que ce chiffre est probablement une sous-estimation, parce qu'il n'est pas possible de tenir compte de la détention provisoire. Nous ne savons pas combien de temps la personne a été en détention provisoire, donc ce chiffre est une sous-estimation. Enfin, tout en bas de la diapositive, je voudrais attirer votre attention sur cette longue ligne noire. Dans l'ensemble, entre la première comparution devant le tribunal et la décision définitive, il s'est écoulé environ 11 mois ou 310 jours. Et c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Informatives, ce sont de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles au sujet de l'étude que vous menez. Je voudrais juste vous donner un petit témoignage de notre reconnaissance. Et quand je dis petit, il est petit. Coupe budgétaire oblige. Donc, merci. Donc, on va commencer la prochaine groupe d'experts tout de suite parce qu'on a une journée assez chargée. Donc, entre-temps, si vous avez besoin d'écouteurs, si vous avez besoin d'écouteurs, venez les chercher, s'il vous plaît, parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, les présentations se feront dans les 2 langues. J'invite donc les conférenciers du 2e groupe d'experts à s'approcher. Il y a de la place libre ici en avant pour ceux et celles qui cherchent une place. Il y a de la place en avant. Je vois quelques sièges de libre pour ceux et celles qui cherchent un siège.